rayonnement fossile et du Big Bang aujourd'hui. Alors le rayonnement fossile a été découvert en 1964 par deux employés de la compagnie Bell, Piezas et Wilson, qui voulaient s'intéresser à des rayonnements cosmiques avec des radiotélescopes. Et ils ont détecté un rayonnement électromagnétique, donc des photons, dans le domaine des micro-ondes. Alors, ce rayonnement avait une particularité, c'est que c'était un rayonnement qui était uniforme et isotrope, donc il venait de toutes les directions. Ça voulait dire que ce rayonnement ne provenait pas d'une région spécifique de l'espace, mais de partout autour de nous. Alors, un, un rayonnement qui est dans le domaine des micro-ondes, on peut utiliser la loi de Wien pour essayer d'arriver à savoir à quelle température ce rayonnement se trouve, et ce rayonnement correspond à une température de 2,7 Kelvin, et donc aurait été émis par un corps chaud il y a longtemps. Alors, ce rayonnement fossile avait été prédit en fait 30 ans plus tôt par Georges Gamow, et en fait, ce rayonnement aurait été émis il y a 13 milliards d'années environ, lorsque l'univers était chaud. Alors, l'univers étant en expansion depuis 13,7 milliards d'années, l'univers s'est refroidi, et en étant en expansion, la longueur d'onde du rayonnement qui avait été émis a augmenté à mesure que l'univers s'étendait. Et c'est ce qu'on va appeler le rayonnement cosmique fossile, qui est une preuve du modèle du Big Bang. Alors le Big Bang, c'est ce phénomène qui a eu lieu et donc, il y a 13,7 milliards d'années, comme la loi de Hubble a pu le montrer. Ça correspond à l'origine de l'espace et du temps. Alors ici, il y a une grande carte qui permet d'essayer de voir les grandes étapes du Big Bang. Donc d'abord l'origine, où cette énorme énergie se déploie, et on sait que l'énergie et la masse, c'est la même chose, E égale mc2, donc on va avoir apparition d'une soupe de particules, qui vont être des quarks, des électrons, des photons. Entre 10 puissance moins 6 et 10 puissance moins 2 secondes, on va avoir formation des premiers nucléons, protons, neutrons. Donc les quarks vont s'associer ensemble pour former ces nucléons. Et ces quarks, qui se transforment donc en nucléons, sont encore mélangés avec les autres particules, les électrons. Et donc on a une soupe en fait de matière ionique chargée. Au bout de 3 minutes, on va avoir les protons et neutrons qui vont commencer à se mettre ensemble, s'associer ensemble pour former les premiers noyaux chargés positivement. Et on a encore cette soupe de noyaux positifs avec ces électrons négatifs et une interaction entre les photons, la lumière, et puis ces particules chargées qui empêchent en fait la lumière de pouvoir sortir de cette soupe primitive. Au bout de 300 000 ans, on va avoir les électrons qui vont enfin se combiner au noyau pour former les premiers atomes. Et à ce moment-là, la lumière, les photons, vont pouvoir sortir de cette soupe, puisqu'ils ne vont plus interagir avec les atomes, puisque les atomes sont électriquement neutres. Enfin, il faut attendre à peu près 0,5 milliard d'années, 1 milliard d'années pour avoir les premiers phénomènes de gravitation qui vont pousser les nuages d'hydrogène à former les premières étoiles. Alors, quel est l'avenir de l'univers? D'une part, on sait que les galaxies s'éloignent. Alors, si on considère par exemple à un temps arbitraire x0, la distance entre deux galaxies, puisque l'univers est en expansion, au bout d'un certain temps, la distance qui sépare les galaxies, l'éloignement x, est égal à une constante, r, multipliée par la distance initiale. Alors, r, qui est une fonction du temps, est ce qu'on appelle le facteur d'échelle, et de manière plus commune, on l'appelle aussi rayon de courbure de l'univers. Des gens l'appellent parfois rayon de l'univers, mais c'est ce qu'on appelle simplement un facteur d'échelle. Ce n'est pas vraiment le rayon de l'univers. Alors, comment évolue R au cours du temps? On va devoir parler de ce qu'on appelle la densité de matière critique. Alors, la variation du rayon de courbure de l'univers va dépendre de la densité de matière présente dans l'univers. En effet, on a des phénomènes de gravitation liés à la matière qui est présente. Alors, on a pu estimer ce qu'on appelle une densité de matière critique, telle que l'univers serait en expansion à l'infini, mais ralentirait au cours du temps. Alors, en fait, cette densité critique, on peut la calculer, mais ce qu'on ne connaît pas vraiment, c'est la densité réelle
de matière dans l'univers. Et donc en fait l'avenir de l'univers, l'avenir ou l'évolution du facteur d'échelle R dépend du rapport ρ sur donc, la densité de matière réelle divisée par la densité critique. La densité de matière réelle en fait correspond à tous les objets massifs qu'on peut connaître dans l'univers, c'est-à-dire les étoiles, les planètes, donc les objets lourds, mais aussi des particules comme des protons, neutrons, des muons, des neutrinos, etc. Toutes ces particules qui peuvent posséder une masse. Alors on a plusieurs scénarios par rapport à l'évolution du rayon de courbure de l'univers au cours du temps. D'une part, si la densité de matière ρ divisée par la densité critique est inférieure à 1, on a ce qu'on appelle un univers qui est ouvert, avec un volume qui sera infini et une expansion infinie. Maintenant, si le rapport ρ sur ρc est égal à 1, ça veut dire que donc, la densité réelle de l'univers est égale à cette densité critique qu'on a pu calculer, on a ce qu'on appelle un univers plat, c'est-à-dire que l'univers va être en expansion, mais que l'expansion va ralentir au fur et à mesure. Enfin, troisième modèle, c'est si le rapport entre ρ et la densité critique est supérieur à 1, on a ce qu'on appelle un univers fermé, ça veut dire que l'énergie initiale a pu permettre à l'univers de rentrer en expansion, mais cette expansion va s'arrêter et même va voir l'univers s'effondrer sur lui-même. C'est ce qu'on a appelé aussi en anglais le Big Crunch. Alors, toute la difficulté en fait repose sur comment on détermine la densité de matière. Et c'est évidemment extrêmement difficile. Premièrement, difficulté pour estimer la distance entre les galaxies. Deuxièmement, c'est estimer la masse de l'univers. En fait, on ne connaît que 4% de la masse de l'univers, donc à travers les étoiles, les planètes, les particules qui sont connues. Le reste, c'est ce qu'on appelle la matière noire. On ne sait pas ce que c'est. On a longtemps pensé que les neutrinos auraient pu remplir ce rôle, puisqu'on avait découvert que les neutrinos étaient en nombre énorme dans l'univers et avaient une masse. Simplement, c'est que la masse des neutrinos étant très faible, elle n'arrive pas à combler ces 96% de masse manquante. Donc cette masse manquante est appelée matière noire. Sous quelle forme? On ne sait pas. Ça peut être des particules massives, mais qui n'ont pas encore été découvertes. Alors on leur a donné des noms un peu barbares, les WIMPs, les machos, etc. On a un autre problème, qui est que l'expansion de l'univers s'accélère. Ce qui veut dire que il doit y avoir une énergie, qu'on a appelée énergie noire, qui s'opposerait à la gravitation et qui accélérerait l'expansion de l'univers. Tous ces problèmes sont des problèmes qui doivent être résolus dans les années qui viennent, on l'espère.